Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au projet de loi pour la croissance et l'activité présenté cette semaine par le gouvernement. Nous allons tout particulièrement nous pencher sur les bouleversements attendus pour les professions juridiques réglementées et sur les conséquences que cela peut avoir pour les Français. Pour en débattre, sont réunis sur ce plateau Cécile Luntermeyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Saône-et-Loire et vous êtes également président rapporteur de la mission parlementaire sur ces fameuses professions juridiques réglementées. En face de vous, Françoise Bidé-Garay-Griveaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Dijon. Et Thierry Berland, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Dijon et ancien bâtonnier du barreau de Dijon. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors mercredi dernier, le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l'économie Emmanuel Macron ont donc présenté le projet de loi qui est baptisé sur la croissance et l'activité, un projet de loi qui concerne de nombreux secteurs d'activité. On a beaucoup parlé par exemple du secteur des autocars, pour l'ouverture des commerces le dimanche. Et ce projet révise également, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les règles du jeu pour les professions juridiques réglementées. Alors à l'occasion de la présentation de ce texte, les professions manifestaient d'ailleurs à Paris mercredi, environ 30 000 personnes selon la police, comme on dit, 50 000 selon les organisateurs étaient présents à Paris. Et vous y étiez, Françoise Bidé-Garay. Pourquoi? Parce que je pense que c'était une manière de manifester notre inquiétude face à ce projet de loi qui va profondément modifier notre exercice, peut-être aussi le rapport que nous pouvons avoir avec nos clients. Donc je pense qu'il était important qu'on puisse faire part de cette inquiétude. Pourquoi les avocats font partie de ce mouvement, Maître Berland? Eh bien, ils le sont parce qu'ils sont impactés, peut-être à la marge dans le texte, mais très profondément. Il y a quelques mesures, l'ouverture du capital des cabinets d'avocats, l'avocat en entreprise, ces deux points sont très importants. On va en parler. Modifieront, si cela a été adopté, très profondément notre exercice professionnel et mettent en cause, selon nous, nos principes. Alors justement, on va essayer d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi. Cécile Luntermeyer, vous connaissez bien ces professions, hein, puisque vous étiez vous-même magistrate avant de devenir parlementaire. Vous travaillez sur la mission donc, qui va alimenter le débat, j'allais dire, à l'Assemblée nationale, qui va peut-être modifier le projet de loi présenté par Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez été surprise par la mobilisation des notaires, des avocats, des huissiers, mercredi? Non, ce qui m'a surprise, c'est peut-être l'importance de la campagne de communication portée en particulier par le notariat. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était extrêmement impressionnant comme développement de l'artillerie, avec des clips laissant présager, très anxiogènes, laissant présager que nous allions mettre un terme en fait à la garantie de la propriété. Sans doute très coûteux. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir à combien est estimée cette campagne de communication, qui me paraît, qui, je le dis encore une fois, m'a paru quand même un peu extravagante par rapport à un projet de loi qui, je le comprends bien, puisse vous inquiéter, hein, puisque tout changement, effectivement, est inquiétant. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire cela à moindre coût? C'est une question que je me pose. Je ne suis pas sûre que, à raison quand même de ce luxe de communication, vous n'ayez pas eu une situation un peu contre-productive. Mais bon, ça c'est mon appréciation personnelle. En gros, je vais laisser Françoise Bidé-Garay répondre, bien sûr. C'est quoi? C'est du lobbying intensif, selon un peu trop près possible? Oui. Moi, je vais dire, en tant que députée, j'ai subi quand même un lobbying intensif. Qui ne me gêne pas en soi. Chacun défend son... Chacun défend, mais c'est vrai que là, on a senti une très grande différence de moyens entre ce que pouvaient faire les avocats et les autres professions juridiques, enfin les officiers publics ministériels, et les notaires. Mais bon, ceci dit, moi j'ai eu sur ma circonscription et en particulier à ma permanence des rencontres extrêmement intéressantes avec tous les notaires, et puis j'ai rencontré les notaires de ma circonscription. Et je veux dire, le lobbying, moi je l'ai fait à ma façon, à front renversé, pour aller à la rencontre des notaires et entendre ce qu'ils voulaient bien me dire, et ça a été extrêmement intéressant, plus intéressant que la campagne de communication qui a été menée. Alors avant de parler du fond, donc on va parler de la forme. C'est vrai qu'on a vu aussi, il y a eu un sujet chez nos collègues de France 2 là-dessus, sur cette communication très forte du notariat. C'est normal
Alors, je ne sais pas si c'est normal. Je pense que c'est aussi une réaction et à la mesure de l'attitude qui a été utilisée au démarrage, puisque dès le départ des discussions, nous avons été un peu vilipendés, jetés en pâture, on a été stigmatisés, nous étions des rentiers. Donc c'est sûr qu'il fallait qu'on réponde ainsi. Alors sur l'écoute, moi je n'en ai aucune idée, hein, je n'ai pas d'informations particulières. France 2 a parlé de 2 millions. Oui. Mais bon, c'est pas anecdotique, 2,2 millions dans la situation de crise qu'on vit. Je tiens quand même à le dire. Oui, il fallait pour autant porter un certain nombre de nos messages. Et quand vous parlez de lobbying, moi je parlerai plutôt d'échange, d'écoute, parce que nous avons un métier qui est relativement mal connu. Nous en sommes sans doute pour partie responsables. Nous sommes souvent dans nos cabinets avec une discussion avec des partis, avec des particuliers, et nous n'avons pas l'habitude justement de cette communication. Et c'est pour ça que je pense qu'il était important que nous parlions et que nous rencontrions un certain nombre de personnes, dont vous, pour expliquer exactement quelle était la réalité de notre métier. Mais ça, la rencontre que nous avons eue n'a rien coûté. Sinon, votre déplacement jusqu'à Louhans, et je pense qu'elle a été extrêmement intéressante. Absolument. Voilà. Donc nous avons eu une conversation productive, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, je vais poser une question sur le lobbying, puis on en arrêtera là peut-être. D'Emmanuel66, vous savez que sur notre site internet, les gens peuvent laisser des questions. Là, Emmanuel66 en a laissé une. Je crains que les lobbies fassent pression sur les parlementaires pour que rien ne change. Est-ce que la mise en œuvre de l'article 49.3 est envisageable pour faire passer la loi ? Non, a priori, on va d'abord débattre avec vos... Non, on va débattre. Et puis le 49.3, ça n'a rien à voir avec la question du lobby. Et puis je pense que les parlementaires, enfin généralement, plus le lobby est fort, moi, en ce qui me concerne, plus ma résistance est grandissante. Encore une fois, il n'est pas question de pression, il est juste question d'explication et d'échange. Très bien. Alors dans les objectifs, hein, le gouvernement nous dit notamment qu'il veut ouvrir, simplifier de nombreux secteurs, donc notamment les professions réglementées du droit, qu'ils vont introduire de la transparence. Est-ce que vous adhérez au moins aux objectifs ? Alors, pour ce qui concerne les avocats, je dirais que les avocats n'ont pas financé de grandes campagnes médiatiques, mais ils ont payé de leur personne, ils ont eu une mobilisation exceptionnelle, je dois le rappeler. On a vu plusieurs rassemblements, notamment à Dijon. Aussi. Ouais. Il y a eu un mouvement de grève des audiences dur aussi pour les avocats, en accord avec les clients, mais dur pour les avocats, car ce sont des pertes financières immédiates, et la mobilisation était forte. Quant aux objectifs de la loi que le législateur, le gouvernement veuille moderniser en libérant, on peut tout à fait le comprendre, des pesanteurs. Mais moi je parle pour les avocats. Les avocats, ils sont en pleine concurrence. Il n'y a pas de limitation du nombre. Nous avons des prix non fixés, à part le tarif de postulation qui est assez marginal. Donc la profession est totalement ouverte, en concurrence avec d'autres professionnels du droit et d'autres juristes qu'on peut trouver dans les entreprises, les banques, les compagnies d'assurance, dans toutes sortes d'organismes. Donc nous ne sommes pas protégés par rien. Nous avons simplement un monopole de représentation devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, parce que les magistrats le disent eux-mêmes, ils ont besoin quand même de professionnels de la représentation des parties. Mais c'est vraiment le seul privilège. Mais l'accès est ouvert, totalement ouvert, et on peut poser sa plaque une fois qu'on remplit les conditions légales et de compétences. On va parler de l'installation. On a beaucoup entendu les arguments, notamment des notaires, c'est de dire qu'on a un système juridique assez fiable pour les Français, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque quand on regarde aux États-Unis, je crois que c'est les notaires aussi qui ont cité les États-Unis, un tiers des actes finissent au contentieux, je crois, parce que là-bas c'est totalement libéralisé. Est-ce que finalement, ça vaut pas le coup de garder notre système ? Non, mais sur ce point, il faut quand même préciser qu'il ne s'agit pas de bouleverser le système. Il s'agit de l'ouvrir à des jeunes diplômés notaires qui attendent pour exercer le métier pour lequel ils ont fait 7 années d'études, 2 ans de stage. Donc, c'est d'abord cela, c'est d'abord une loi pour la jeunesse. Parce que, et d'ailleurs, le Conseil supérieur du notariat est tout à fait d'accord là-dessus, hein, il s'était engagé en 2008 à la suite du dépôt du rapport Attali sur la nécessité de créer un certain nombre de postes. Il s'était même engagé à créer 20% de postes supplémentaires. On devait arriver en 2015 à 12 000 postes et on en est loin. Donc,
au constat de cette situation, parce que le volume d'activité a beaucoup augmenté, je ne dis pas dans nos territoires, peut-être beaucoup plus dans les zones urbaines, mais parce que le volume d'activité a augmenté, il y a place pour que de jeunes notaires trouvent par l'installation soit la création d'un office, soit une association. C'est d'abord cela notre souci premier, avec, comme l'a rappelé Christiane Taubira, c'est que la sécurité juridique, l'accès au droit, le maillage territorial sont des éléments incontournables dans le projet de loi à venir. Et nous l'avons rappelé dans la mission. Alors justement, par rapport à cette installation, alors moi, vous allez me dire si les chiffres que j'ai sont exacts. Je crois qu'il y a 9500 notaires qui exercent en France. C'est un chiffre de 2012, me semble-t-il. On est 9600, effectivement. Ouais, en tant que notaire titulaire d'une office. Hein, alors, ça oui et non, parce qu'en réalité, je crois qu'il y a 4600 offices sur l'ensemble de la France, puisqu'il y a des offices individuels et des offices sous forme de société. Et dans le cadre d'une société, on peut être plusieurs. Et alors, pour passer le relais, j'allais dire, à un successeur, c'est en gros une cooptation, c'est ça, vous devez présenter la personne au ministre de la Justice, au garde des Sceaux, qui prendra ensuite l'étude. Ça peut paraître archaïque, avouez-le. Alors, ça peut paraître archaïque, mais c'est aussi le parallèle du fait que nous sommes délégataires de puissance publique et que par conséquent, on ne s'associe pas et on ne devient pas notaire comme on exerce un autre métier. Donc, il y a un certain nombre de diplômés. C'est vrai que le notariat avait pris des engagements et que ces engagements n'ont pas été suffisamment respectés. Il y avait des règles qui ont été mises en place, mais nous n'avions aucun pouvoir pour les faire respecter. Et dans les propositions qui ont été faites, parce que nous ne sommes pas contre la réforme, contre une réforme, il y a des propositions qui ont été faites d'augmentation du nombre des notaires. Et il faut... Effectivement, nous choisissons notre successeur. Ça peut être important vis-à-vis de notre clientèle parce qu'il y a une éthique, parce qu'il y a une manière de travailler. Et ça peut être intéressant et extrêmement important pour nos associés également. Mais du coup, alors, vous allez nous dire s'il y a déjà des propositions de la mission, peut-être, mais ça empêche quand même pas mal de jeunes, justement, vous parliez de la jeunesse, de s'installer, ce système. Ça ne les empêche pas de s'installer s'il y a effectivement des règles qui obligent les notaires à prendre des associés. Et ces règles-là, elles existent. Pour le moment, nous les avons. Elles ne sont juste pas respectées. Donc, il faudrait nous donner le pouvoir de faire respecter ces règles. Votre mission s'est penchée sur cette question Bien évidemment, parce que c'est vrai que ce droit de présentation est un droit monarchique qui avait été aboli par la Révolution, qui a été rétabli à la Restauration et qui présente bien évidemment des avantages en ce que vous avez signalé, c'est que dans une société, il y a le problème de l'affectio societatis et qu'on s'associe avec une personne avec laquelle on s'entend. Et là-dessus, moi, ça ne me choque pas du tout que vous alliez tendre la main à un jeune diplômé qui a envie de s'installer et de l'associer ou de passer par une étape de notariat salarié. Ça ne me choque pas du tout. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est que ça n'avait pas été fait suffisamment. Mais voilà. Nous en sommes bien d'accord. Voilà. Donc, effectivement, ce projet de loi et le rapport de l'Inspection générale des finances a eu le mérite, si vous voulez, de mettre le doigt sur une situation économique qui était quand même difficilement admissible, à savoir un malthusianisme qui va avec le droit de présentation, c'est-à-dire qu'on limite finalement, on est dans l'entre-soi. Et on fait obstacle finalement à une ouverture de la profession. Mais je vous en tiens pas pour responsable personnellement, vous le savez. Mais je veux dire, le droit de présentation, c'est vrai que si vous voulez, on a dans le rapport que nous avons rédigé, nous avons une 50aine de pages qui réfléchissent sur cette question, parce que c'est une question extrêmement difficile. Et si nous devions supprimer le droit de présentation, eh bien, nous devrions indemniser parce qu'il y a la jurisprudence qui nous dit qu'à ce droit de présentation s'attache une valeur patrimoniale. Donc, nous sommes finalement l'État un petit peu, enfin, je ne suis pas l'État, mais l'État qui porte ce projet de loi est quand même dans une situation un peu difficile où il ne peut pas... Donc il y aura un compromis. Donc il y a une situation de compromis, mais ce que nous souhaitons, c'est fluidifier et permettre à ces jeunes diplômés que j'ai reçus dans ma permanence en grand nombre et qui m'ont envoyé des contributions, eh bien, il faut pouvoir prévoir pour eux une installation beaucoup plus fluide et rapide.
Oui, le droit de présentation, c'est effectivement quelque chose qui n'a rien à voir avec la cession d'une entreprise. Nous sommes délégataires de puissance publique, nous avons la possibilité de présenter un successeur et les cessions sont encadrées par la chancellerie, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vendre le prix que nous souhaitons, il y a un prix minimum, un prix maximum et les dossiers qui sont présentés sont sur un prix encadré. Et en outre, le droit de présentation vient d'être validé par le Conseil constitutionnel, puisqu'il y avait eu une requête de constitutionnalité qui vient d'être déposée. Donc pour vous, ça ne doit pas être mis en cause? Non, parce que je pense qu'il est important que l'on puisse choisir son successeur. Maintenant, il est certain que nous devons, et d'ailleurs il y avait des engagements qui avaient été pris, nous devons être plus nombreux et nous sommes prêts à accueillir. Et des propositions ont été faites dans ce sens par le notariat depuis début septembre. Alors, parmi les choses que les téléspectateurs ont pu entendre aussi cette semaine, il y a l'ouverture du capital possible, mais ça me concerne aussi, me semble-t-il, les avocats. Alors, on entend beaucoup que la critique, ça va favoriser les énormes structures, ça peut, éliminer le conseil de proximité. Est-ce que ça fait partie de vos craintes? Bien entendu. Et d'ailleurs, pour revenir incidemment, mais très rapidement sur le droit de présentation, qui n'a rien, c'est pas l'Ancien Régime. Nous travaillons pour des clients, et ces clients ne sont pas une marchandise. Ce n'est pas une clientèle de commerçants. Donc nous cédons le droit de présenter notre clientèle. C'est quand même une nuance. Et le droit de présentation existe aussi pour les avocats. Ah oui, il n'est pas de la même nature. C'est pas la même nature. Ah non, mais il n'est pas du tout de même nature. C'est le droit de présentation, c'est le droit de présentation de la clientèle. Excusez-moi, parce que c'est très... Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Mais vous préciserez ensuite. Je préciserai ensuite. Madame le député, je suis désolé, le droit de présentation d'une clientèle civile, mais bien sûr. on sait très bien ce que c'est vrai pour les avocats et ça n'a rien d'archaïque. Pour le reste, l'ouverture du capital. Il est vrai que le projet de loi prévoit, sauf erreur de ma part, que ce soit réalisé par voie d'ordonnance, la possibilité de changer les règles et de permettre à d'autres professionnels du droit, notamment, mais aussi aux experts comptables, notamment, de prendre des participations dans des cabinets d'avocats. Alors, il y a une chose qui est jusqu'ici, qui était très bien respectée, c'est que les avocats, c'est le monde du droit, les experts comptables, c'est le monde du chiffre, et on ne se mélange pas, même si l'expert comptable peut, à titre accessoire, donner des prestations d'ordre juridique. Mais ça veut dire, cette ouverture du capital, oui, c'est une loi de marché. C'est très clair. Donc, l'arrivée d'un capital étranger dans un cabinet d'avocats, par notamment un expert comptable, qui n'a pas la même déontologie, pas les mêmes principes. Les experts comptables exercent très souvent sous forme de SARL ou de SA, sociétés anonymes, qui sont certes des sociétés anonymes d'expertise comptable, mais qui sont par nature commerciales. Ils ont une participation financière. Eux peuvent prendre des participations financières dans des activités annexes. On voit de la vente de logiciels et d'informatique. Mais en quoi ça veut dire qu'il y ait de l'argent pour aider certains cabinets? Pourquoi les avocats, quand ils ont besoin de faire des investissements, ils les font et ils recourent au crédit s'ils veulent améliorer leur capacité de travail et de capitalistique. Mais entre eux, et parce qu'ils ont une déontologie qui n'est absolument pas compatible avec celle d'autres professions non réglementées au sens où nous sommes réglementés. Et ça, c'est une marchandisation. C'est l'aspect, si vous voulez, je ne fais pas de politique, mais cette loi est présentée. Elle a une apparence, c'est-à-dire la lutte contre les privilèges et la modernisation. Elle a une réalité, c'est de l'ultralibéralisme. C'est l'ouverture. Et cette ouverture-là, et on y reviendra à propos des avocats d'entreprise, c'est véritablement une capitalisation qui n'est pas souhaitable pour nos professions, qui sont réglementées parce que nous sommes tenus à une déontologie, à des règles. La notion de conflit d'intérêt est très importante. Le parquet y veille, que ce soit pour les notaires, que ce soit pour les avocats et d'autres professions d'ordre judiciaire ou juridique. Et ça, ce mélange est impossible. Et on sait très bien que cela va favoriser les grands groupes. Et par rapport à l'objectif d'amélioration du maillage territorial, on peut que malheureusement rire jaune, mais on rit.
On ne peut pas dire une chose pareille. D'autant que je rappelle que l'étude d'impact sur laquelle sont fondées toutes ces réformes a été qualifiée par le Conseil d'État de lacunaire. Donc, les initiateurs de la loi, vous êtes rapporteur, je ne vous mets pas en cause pour être l'initiateur de cette loi, mais les initiateurs de cette loi méconnaissent particulièrement les professions juridiques et judiciaires. C'est très clair. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons, nous, Commission des lois à l'Assemblée nationale, mis en place une mission à laquelle ont participé 15 députés de l'opposition et de la majorité, et qui nous a permis, quand même, chemin faisant, de travailler sur toutes ces questions, et notamment sur le droit de présentation, qui, je persiste à le dire, est quand même d'essence monarchique et n'a rien à voir avec le droit de présentation dont vous parlez. Moi, je souscris à vos propos sur le capital. Ma mission, enfin, je dis ma mission, la mission que j'ai présidée va aller dans ce sens. Elle considère qu'il faut privilégier, bien évidemment, les professions du droit et des sociétés d'exercice en commun, mais des professions du droit, avant d'intégrer les professions du chiffre et avant d'intégrer les capitaux extérieurs. Donc on est en phase avec vous sur cette question. On verra comment on pourra faire évoluer la loi. Par contre, la commission spéciale va se mettre en place et on en parlera. Vous êtes d'accord pour que d'autres notaires, par exemple, viennent investir dans votre... Mais ça existe déjà. Les sociétés entre notaires existent déjà. Moi, les capitaux qui pourraient venir de banques, de compagnies d'assurance, de supermarchés me terrifient parce que... C'est pas le cas, là, pour l'instant. Hein. Non, mais quand on a parlé, il a été question d'ouvrir le capital beaucoup plus largement parce que nous sommes les notaires du contrat et nous voulons conserver une indépendance et une objectivité. Mais le gouvernement dit qu'il restreint les moyens même de l'interprofession. Non, il a tort. Le système actuel. Mais on peut développer déjà le dispositif existant. Il n'a pas pris toute sa mesure. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut aller vers un développement naturel de l'association et pourquoi pas d'un travail de société de moyens, de profession du droit réunie et solidaire. Nous, on va travailler en ce sens. Ce que je voulais dire, c'est quand même, il y a un point sur lequel moi je suis inquiète, c'est l'avocat en entreprise. On allait y arriver. Voilà. Je voulais faire part de ma réserve par rapport au projet de loi qui prévoit, dans le cadre d'une ordonnance, la possibilité de création de l'avocat en entreprise. Et si on s'en réfère au premier projet de loi, il était question que le juriste d'entreprise qui a 5 ans d'ancienneté dans une entreprise, par un coup de baguette magique, devienne avocat. Et ça n'est pas admissible. Avocat, mais avocat. Donc ça n'est pas admissible. D'une part, la déontologie, elle s'exerce, elle s'apprend dans le cadre de l'exercice du métier d'avocat. Elle est extrêmement importante. Le secret professionnel. Donc, dans cette profession, me semble-t-il, il sera très difficile de prévoir un dispositif garantissant, mais des règles fortes d'indépendance des avocats dans ce métier d'avocat d'entreprise. Oui, alors est-ce qu'on peut repréciser les choses? Parce que ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il veut créer ce statut par le biais des députés, hein, sans doute, d'avocats d'entreprise, parce que pour l'instant, les juristes dans les entreprises ne sont pas, comment dirais-je, ne peuvent pas être garantis par le secret professionnel. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que donc on n'est pas sur la même situation que les autres pays. Les juristes d'entreprise font un travail juridique, ne peuvent pas représenter leur employeur, mais non pas, et certains souhaitent ce qu'on appelle le legal privilege, c'est-à-dire une possibilité d'avoir une partie de leur activité qui soit soumise à un secret professionnel renforcé. Alors ça, on peut le comprendre pour l'activité économique, la sécurité juridique, on peut le comprendre. Mais là, ce que le gouvernement propose est totalement inadmissible. Il faut savoir que ça, c'était dans les tuyaux Bercy. Monsieur Ferrand, qui a fait un rapport que vous avez du reste entendu dans le cadre de votre commission. Je précise, député du Finistère. Voilà. Et qui a eu 3 semaines pour déposer un rapport de 80 pages. C'était très difficile. Lui-même, dans son rapport, évoque
l'amélioration la modification légère du statut des juristes d'entreprise, mais ne propose pas l'avocat en entreprise eu égard aux difficultés, tout en souhaitant que l'on continue à travailler. Le projet de loi Macron, peur, en fait, alors parce que comment voulez-vous qualifier d'avocat quelqu'un qui a un seul client, qui le paye? Comment voulez-vous qu'il soit indépendant? Il peut défendre que son entreprise. Non mais la première chose qu'apprend un avocat, et tout professionnel libéral, M. Videgaray vous le confirmera, c'est quand un client vous demande une chose qui n'est pas correcte, qui est illégale, ou quoi que ce soit, il faut avoir la force, et nous sommes là pour leur dire, ça on ne peut pas le faire, j'engagerai ma responsabilité. Et ça, moi je peux le dire à mon client, je perdrai un client, mais j'en aurai encore 1000, alors que l'avocat d'entreprise ne pourra pas dire non. J'ajoute qu'il aura la qualité d'avocat, qu'il ne sera pas soumis à l'autorité du bâtonnier local, qui est essentiel dans l'activité de l'avocat. Pourquoi Mais parce que il se trouve, le bâtonnier, c'est l'interlocuteur habituel des pouvoirs publics, notamment du parquet, et il doit s'assurer que les avocats respectent leurs règles fondamentales. Le secret professionnel, si on n'a pas le secret professionnel, le client ne nous fait pas de confidence, ne nous dit pas tout, et on ne peut pas comprendre son dossier. Le problème des conflits d'intérêts, on ne peut pas plaider pour A et plaider pour la société de son adversaire C par l'intermédiaire d'un associé, ça n'est pas possible. Voilà, ça c'est des règles absolues. Ces choses-là, le bâtonnier, il est là pour les faire respecter. Et cet avocat d'entreprise ne sera pas soumis, il s'inscrira seul, on ne sait pas. Les avocats, il n'y a pas de barreau qui aura la maîtrise du tableau. Nous sommes très inquiets. Et madame, vous avez fait un travail très... Je ne vous critique pas sur la manière dont vous avez traité et mené les travaux de la Commission, qui sont très intéressants. Et j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à en prendre connaissance sur le site de l'Assemblée nationale. Mais véritablement, là, il y a une grosse difficulté. Ce statut-là... Donc on verra dans le cheminement de la loi. Parce que, voilà. je veux dire... Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui va être totalement abandonné par les parlementaires? Il ne sera pas abandonné par les parlementaires parce que... il y a besoin d'une évolution, a priori, donc dans les entreprises. Mais avec un nouveau statut, peut-être. On hésite. Je pense qu'il y a un besoin réel, effectivement, d'équilibre pour les juristes et d'entreprise par rapport aux juristes d'autres groupes. On a aussi le besoin de protéger et de promouvoir le droit continental auquel nous sommes tous attachés. Et nous ne souhaiterions pas que, à raison d'une insuffisance, les avocats aillent dans les pays limitrophes pour exercer un droit anglo-saxon. Donc nous avons cette question à résoudre. Je pense que dans une réflexion en concertation, nous pourrions trouver peut-être la possibilité de travailler sur un secret des affaires qui satisfasse davantage les juristes d'entreprise, parce qu'il va bien falloir trouver quand même une solution aux problèmes qu'ils posent. Alors, je vous propose de nous interrompre quelques minutes parce qu'il va être midi, c'est l'heure des informations régionales sur France 3. On se retrouve juste après le flash.